Bienvenue à tous au SOS Podcast. Ben Baudouin en compagnie de Yoann Lennes. Et on a un invité spécial. Pour la durée de l'émission, il a accepté de rester avec nous pour tout l'épisode. Nul autre que R. Jourdain. Charles, en direct de sa maison de Saint-Mathias sur le Richelieu. Studio maison, comment ça va, mon cher ami? C'est mon gaming room. That's it. Je savais que t'étais un gars qui aimait ça avoir son man cave. Mais là, je te regarde. Très beau décor, par ailleurs. Phil, remarche en ondes. Je suis extrêmement déçu, par contre, Charles, que tu ne sois pas présenté au podcast aujourd'hui avec un œil de pirate. Honnêtement, un bandeau, là, ça aurait été le moment idéal pour le faire. Il y a la casquette. Ouais. Piraterie, liberté. Ouais, non, écoute, si on peut rentrer dans le vif du sujet, c'était ça la curveball ou... C'était ça ma curveball. Il est où ton bandeau de pirate? Je t'avais dit que c'était pas super. Mais ça, c'est pas super. Je m'attendais à un gros crise d'uppercut. Ni vu ni connu. Non, effectivement. Wow. Donc, malheureusement, ce n'était pas ma décision. C'est la décision du médecin qui m'a sorti. Vous avez vu sur mes réseaux, j'étais dans une forme assez extraordinaire. Je pense vraiment que le dad strength existe. Je pense vraiment qu'être papa, ça fait... Puis moi, ma théorie non fondée, allez pas me quoter là-dessus, mais je pense que le stress que ton corps subit avec le manque de sommeil et que tu dois redoubler d'ardeur, plus le fait que maintenant tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour vraiment ta famille, tes enfants, puis leur futur, leur avenir. C'est bizarre. On dirait que j'ai passé de Super Saiyan 2 à Super Saiyan 3. Là. Ça donne une grosse coche au niveau de la motivation. Puis oublie une certaine chose que je tiens à préciser, c'est que tu t'oublies. C'est plus je suis fatigué, c'est plus qu'est-ce que je vais faire, c'est plus à propos de toi, c'est ça doit être fait pour être sûr que toute la famille puisse en bénéficier. Donc de s'oublier dans une époque où on est très self-centered, on est très centré sur soi-même, je pense que c'est la plus belle bénédiction que j'ai reçue de ma vie. OK, tu parles à deux papas de jeunes enfants, donc je pense qu'on est entièrement d'accord avec le fait qu'on s'oublie et qu'on passe deuxième maintenant. Hey, on va rentrer dans le détail de tout ça. On va parler du petit Hector aussi dans quelques instants. On va parler de ta blessure. On va parler de ce qui s'en vient, de ce qui s'est passé. Bref, merci énormément d'être là, Charles. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Et oui, la ceinture des 135 livres était en jeu le week-end dernier chez la catégorie de Charles Jourdain. Merab Dvalishvili qui a été extrêmement impressionnant. On va... parler de ce qui s'est passé du côté de Newark. Kayla Harrison, nouvelle championne, Yoann et Charles à 135 livres également. On met la table pour ce qui s'en vient à Atlanta cette fin de semaine. Kamaru Usman contre Joaquin Buckley et retour de Tog Rose Namajunas. Mais tout d'abord, prenons des nouvelles de Charles. Et Charles, tu le mentionnais, cette blessure à l'œil là, qui t'empêche en fin de semaine de compétitionner, de revenir dans l'octogone contre Ricky Simon. Et là, je te regarde, et je veux dire, je remets pas en doute le fait que t'es blessé, là, puis tu nous l'as dit, c'est pas vraiment grave, mais t'as même pas l'air blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la nature de ta blessure à l'œil présentement? Là? Dans le fond, il y a environ 3 semaines, puis c'était un œil qui était quand même déjà faible. À chaque fois qu'on doit postuler pour avoir notre licence, peu importe dans quel état tu dois combattre, tu dois aller voir un ophtalmologiste. Donc, lui, il scanne tes yeux, puis ça faisait une couple de scans que je faisais autant à Newark, au New Jersey, autant à Vegas, peu importe l'ophtalmo que j'allais voir, il disait tout le temps « Hey, tu sais, tu commences à avoir un œil un petit peu, un affaiblissement au niveau de ta cornée, au niveau de ta rétine, mais c'est rien à craindre. » Mais là, il y a environ 3 semaines, j'avais mangé, écoute, c'était même pas un doigt, là, c'était le pouce au complet dans l'œil. OK, à l'entraînement. Hein? Et malheureusement, ouais, exactement. Puis le lendemain, j'étais supposé aller voir l'ophtalmo pour faire le scan. Fait que là, j'ai dit à Stéphane, oublie ça, si je vais demain, c'est sûr qu'il va pas me laisser passer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé 2 semaines et demie environ passer pour être sûr que là, il recommence qu'il n'y ait juste pas de la grosse ligne en dessous, puis tu sais, j'avais une coupure en dessous de l'œil, c'était vraiment pas beau. Mais on s'est dit, regarde, dans 2 semaines, ça va être correct, puis on va pouvoir passer. Donc, j'ai pris le rendez-vous. Maintenant, je suis allé voir le docteur et le docteur a dit « Charles, je peux pas te clearer avec une blessure comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va t'appeler le pirate pour de vrai si jamais il t'arrive un autre eye poke. » Donc, c'est malheureux. Il m'a dit ça, écoute,
ça faisait longtemps que j'étais en diète, ça faisait longtemps que je me privais beaucoup, que j'avais mis les bouchées quadruples, si on veut, pour ce camp d'entraînement-là. Donc, c'était une décision qui a fait mal. Tu sais, sur le coup, t'es dans le bureau, t'es comme, OK, c'est un mauvais rêve, ça se peut pas, Mais dans notre univers de combattants, on nous apprend pas à être nécessairement trop réactif à ce qui arrive. On est proactif. Et je me dis, écoute, il y a quelque chose de bien placé là-dedans. Selon les semaines de rétablissement en fonction de la chirurgie, dans le fond, c'est un petit laser qui vient de mettre dans tes yeux pour regonfler ton œil un petit peu. On pourrait être dans les eaux de l'UFC Paris. Donc, moi, l'UFC Paris, ce serait quelque chose d'intéressant pour moi. On a une 6 septembre, très following francophone, exactement. Donc, ça tourne dans ces semaines-là. Moi, ça ferait du sens. Reste à voir qu'est-ce que l'UFC veut faire. Je ne suis pas... à la fin de la journée, c'est pas moi qui décide, c'est eux autres, mais on leur a dit que à partir de début septembre, on serait correct. Après ça, il y a la carte à Vancouver le 18 octobre. Est-ce que l'UFC va insister pour qu'on soit sur celle-là? Je pense que non. Je pense qu'on a beaucoup de Canadiens qui vont... Mike Malott, tous ces gens-là vont profiter de leur été, puis ils vont recommencer le camp d'entraînement pour être... en forme pour celui-là, dont Jasmine, qui a eu une performance incroyable au Centre Bell. Ouais. Marc-André a son combat au mois de juillet. Donc, je pense que... Ayman aussi, qui n'a pas de combat prévu. Ouais, à suivre. Mais là, Ayman s'en vient. C'est ça l'affaire avec l'UFC. Puis ça, c'était une discussion qu'on avait eue avec eux. Puis il avait dit, tu sais, il y a des gens qu'on veut pour UFC Canada, puis il y a des gens qu'on aime à l'international. Je m'étais fait dire par un haut dirigeant, sans faire des name drops, tu sais, qui dit, Charles, toi, t'es très populaire à l'international. Fait que sans, tu sais, je suis pas le joueur de hockey comme Mike Malott, Canada, je fais tout pour le Canada. Là, je suis un peu égoïste, je le fais pour moi, puis j'étais un petit peu plus québécois que canadien. Fait que, ouais. C'est ce qui fait qu'ils veulent te mettre un peu partout, t'as raison. Puis c'est vrai que t'as eu la chance de te promener énormément dans ta carrière, Charles. Là, c'est assez impressionnant. Sur dans le fond, mon dernier combat en novembre dernier, ça fitait avec ce qu'on voulait, mais j'ai jamais opté pour Toronto, Montréal, toutes ces destinations-là. Moi, l'UFC m'envoie un contrat, il dit tu te bats là-bas, puis ça m'a permis de voyager beaucoup, puis c'est quelque chose de génial. Moi, j'admire beaucoup ta sagesse puis ta résilience face à ce qui t'arrive. Tu sais, c'est vrai qu'en tant que combattant, être résilient puis faire face à des épreuves comme ça, quand t'as une blessure un peu dernière minute, tu sais, tu dois travailler là-dessus. Puis moi, j'ai envie de te demander comment tu voyais ce combat-là avec Simmons, parce que moi, j'étais très excité de ce combat-là. Vous êtes quand même deux strikers. Simmons frappe assez fort. Toi, écoute, ton arsenal de coups, on le sait, est tellement varié, gaucher-droitier. Comment tu voyais ce combat-là? Le combat se serait passé, dans le fond, la plus grande acquisition que j'ai faite, je serais prêt à dire de ma carrière, quelque chose qui a vraiment changé mon game, c'est Stéphane Larouche. Donc, on parle du coach de Lucian Boutet, Jean-Pascal, Kim Clavel. On parle d'un coach de boxe assez exceptionnel. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Wow. Je me suis entraîné aussi avec Derek Pomerleau, jeune homme qui se bat dans quelques semaines, jours, je pense, en Arabie Saoudite, à Riyad. Exactement. Derek Pomerleau, qui est un jeune athlète assez exceptionnel. Donc, d'avoir rajouté ça à mon entourage, ça fait en sorte que mes pieds étaient plus proches, mon takedown defense s'était amélioré, mes kicks partaient mieux. Puis, plus tes mains touchent, plus tes kicks peuvent passer. Donc, j'ai tu sais, ça va bientôt faire 1 an qu'on m'a pas vu, mais ça fait 1 an que je goal, que je travaille fort. Fait que cela dit, le combat avec Ricky, le but c'était pas de shy away, c'était pas de reculer, c'était de lui faire extrêmement mal avec les kicks. Puis quand il essayait de rentrer, c'était de counter avec les mains tout de suite et d'inviter tout échange de grappling pour être sûr, parce que Ricky, les gens se sauvent beaucoup de son grappling, mais moi, je l'aurais absorbé. Je dis, viens-t'en, on va aller clincher. Si t'es pour m'amener au sol, faut que tu fasses attention à la guillotine. Rendu au sol, si on avait à se rendre au sol, c'est les 12-6 elbows, c'est les attaques de la garde. Vous le savez, quand je suis sur mon dos, j'ai pas une garde passive. Je suis pas sur mon dos en train de très réactif, j'attaque Kimura, guillotine, j'attaque des triangles, j'attaque tellement de choses, puis à un moment donné, t'as pas le choix de me lâcher parce que je vais finir par me relever, ou tu vas tomber dans une de mes guillotines ou une de mes Kimura, triangle, en bar, peu importe. Donc, on a travaillé une garde extrêmement active là parce qu'on a vu le jiu-jitsu de Craig Jones. Moi, je pense vraiment que le jiu-jitsu, c'est meilleur que la lutte. Pourquoi? Parce que la lutte, une fois qu'il t'amène au sol, les gars sont un peu perdus. Fait que là, il essaie juste de te retenir. Mais là, on regarde Craig Jones, qu'est-ce qu'il a fait avec Jack Della Maddalena contre Belal, capable de se relever. Les échanges de grappling étaient exceptionnels. Donc, je pense que ça a l'air d'un peu un
un jujitsu à la Steven Seagal, tu sais, son art martial qui sert à dévier les coups puis tout, puis dévier la force que le wrestler essaie de mettre sur toi. Donc là, les gars, ils commençaient dans ma garde, ils commençaient avec mon dos, ils commençaient dans des positions tellement dominantes à essayer de me garder au sol. Puis une fois que tu as compris comment le corps bouge, ben t'es encore plus capable d'attaquer tes soumissions et de te relever si tu as à le faire. Puis quand je me relève, les gars qui ont tendance à re-rentrer, c'est la guillotine. J'ai d'énormes black belts, j'ai des gars très, très expérimentés qui viennent s'entraîner avec nous au BTT. Mais vous en avez déjà, de toute façon, tu sais, vous avez plusieurs encore champions du monde exact. au BTT. Mais tout le monde le sait. Si t'es avec Charles, tu fais un round avec 7 minutes, t'as pas le choix de taper une ou deux fois sur une guillotine. Ah ouais. Là, genre, même des fois, je suis avec des gars extrêmement bons, puis je suis comme, OK, faut que je travaille sur autre chose. Mais quand je la pogne, tu peux pas sortir. C'est pas pour me vanter, mais c'est obligation de résultat. Non, mais tu l'as montré. Regarde. Tu l'as démontré, hey, pour que tu aies passé plusieurs fois des guillotines à des gars. Des black belts. Des black belts, mais aussi des très bons combattants de l'UFC, parce qu'on sait c'est des meilleurs dans le monde. Là. Puis, tu sais, c'est pas ton dernier combat encore que tu as gagné par soumission avec une guillotine. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, tu l'as démontré que tu étais dominant avec cette soumission-là. Puis, c'est pratiquement rendu ta signature, surtout au niveau du jiu-jitsu. Là, tu sais. Exact. Donc, c'est un peu l'espèce de signe que t'envoies au wrestler. Tu peux me shooter tant que tu veux. Parce que, tu sais, on va se le dire, durant ma carrière, ce qui m'a tout le temps tiré un peu de l'arrière, surtout en termes de décision, c'était les amener au sol. Même si je tombais puis je me relevais tout de suite, ça reste des points. Puis, écoute, je pense j'ai 4 décisions split decision dans ma carrière. Ouais. 4 fois, man, que t'es à ça de passer proche. Fait que... Mais là, je pense qu'à 135 et tout, mon gabarit va faire une grosse différence. J'étais habitué de me battre avec des gros bonhommes. Je me suis jamais plaint. J'ai toujours combattu des gars qui étaient plus gros que moi dans la cage, mais j'aimais ça. C'était excitant. Puis là, on l'a vu dans mon dernier combat à 135 quand je faisais des clinches, dans le clinch, des sweeps ou quand ils me frappaient, j'étais là. OK, mais je suis gros, puis je suis capable d'en prendre. Là, ces gars-là, c'est pas des Jean Silva, là, c'est pas des maniaques, là, mais bon, Ricky Simon frappe extrêmement fort, mais puis ça la diète à 135, le camp d'entraînement, l'énergie. C'est ce que je voulais savoir aussi, parce que on imagine que ça doit être assez pénible, donc à quel point c'est difficile, mais à quel point aussi c'est payant, là, tu as touché un petit peu, en fait, tu te sens plus puissant. C'est quoi? C'était que je n'étais pas professionnel à faire 145. Tu sais, je coupais ça du livre. Souvent, les gars qui disent, excuse-moi, là, parce que j'ai fait une entrevue avec Joaquin Buckley qui est passé de 185 à 170, puis il m'a dit exactement la même chose. Et je me rends compte que quand j'étais à 185 livres, j'étais pas un professionnel. Je pensais que je l'étais, mais je l'étais pas vraiment. Parce que comment tu gères ta nutrition, comment tu gères juste tes temps de repos, comment tu gères tout, c'est du non-stop, c'est du 24/7, là, puis c'est là que t'es rendu. Ben oui. Johan peut vous le prouver parce que lui aussi, il a fait un 3-4 jours à l'Institut de performance de Las Vegas quand ils font tous tes tests physiques et qu'ils regardent qu'est-ce que t'es en termes de stats. Puis c'est incroyable, j'étais vraiment le plus petit 145 qu'il n'y avait pas. Eux autres, ils m'ont mis sur un régime alimentaire et physique. Puis sérieusement, tu sais, moi d'habitude, j'arrivais au gym puis je suivais un peu le style. Je me suis entraîné longtemps avec Jarek Kuleza, qui est l'entraîneur de Beterbiev. Donc c'était très haltérophilie puis mouvement olympique. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'arrive au gym puis là, je fais des trucs d'élastique puis des medicine ball throw, tu sais, c'est pas le training que tu te sens le plus mal puis tout, mais après ça, t'arrives en sparring, tu te dis, man, j'ai jamais été autant explosif, j'ai jamais kické autant fort, j'ai jamais punché autant fort, j'ai jamais été autant en contact avec mes pieds. Donc l'UFC, c'est vraiment quand les gens disent ils sont pas assez payés les athlètes, t'as aucune idée de tous les services que l'UFC font pour nous. Moi, là, j'ai juste besoin de commander. OK, j'ai besoin de tant de suppléments puis tout. Ils m'apportent toutes ces affaires-là. C'est fourni dans votre contrat, entre guillemets. Là. On a des psychologues sportifs que je peux parler n'importe quand. On a quand tu vas au UFCPI, t'es traité aux oignons. Ça a aucun sens. Donc, l'UFC fait beaucoup pour les athlètes. Puis moi, je le faisais pas. J'étais comme, non, j'ai ma manière puis tout. Puis j'étais un peu têtu. Mais là, pour la première fois de ma vie, même après 15 combats de l'UFC, je pense que là, c'est la première fois que je me sens comme un professionnel. OK. Là, le temps file, puis il faut vraiment que je te pose une 316. question. Non, mais avant qu'on parle du 316, parce que... Curveball. Non. Oh yes! À moins qu'il ne veuille pas répondre.
Bon, mais comment tu vois le futur à 135 ou le futur en général dans ta carrière de l'UFC? Tu l'as dit, tu veux revenir en septembre, ça c'est le court terme, mais le plus long terme, Charles, ça ressemble à quoi dans ta tête? Je regarde tous les gars combattre, puis je suis persuadé au plus profond de mon âme, puis ça n'a jamais été le cas à 145. Je regarde le top 10, je regarde le top 5, je regarde le champion, je sais que je peux battre ces gars-là. Merab, il est tricky. M'a dire c'est qui les plus tricky. Il y a Montel Jackson. Montel Jackson, il est très tricky. C'est un gars qui se bat une fois par année, mais il est vraiment bon pour gagner. C'est pas un fighter, c'est un gars qui gagne par décision, il te garde loin. Donc, Montel Jackson, lui, il est tricky. Corey Sandhagen, il est tricky. Et Merab. Merab, dans le fond, ça, c'est le top 3 des gars que je pense qui sont difficiles à battre. O'Malley, j'adorais ça. Marlon Vera est pas bon. Peter Yan en vient trop vieux. Tu vois un petit peu que les gars sont très populaires dans le top 10, mais sont pas en pente montante. Donc, puis la plupart, il y a beaucoup de gars de 33. Tu sais, on parle de Ayman. Ayman est exceptionnel, un très bon combattant. Il est rendu à 36 ans, je pense, 35, 36 dans 37. ces eaux-là. 37, exact. Après ça, tu as Jose Aldo, mais là, il a pris sa retraite. Mais d'après moi, il va peut-être revenir pour le fun. Fait que, tu sais, quand tu regardes les gars, c'est pas des young guns up-and-comers qui s'en viennent. Tandis que moi, ces gars-là, ils ont un peu passé leur prime. Moi, je m'approche de mon prime. 29, 30, 31, 32, c'est souvent là qu'on voit vraiment le prime physique d'un athlète. 33, souvent. Donc, quand je regarde les 135, je pense que je peux vraiment battre au moins 95% de la division en ce moment. Mis à part qu'est-ce qu'on pourrait être dans 2 ans. Mais bon, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Donc, je vais me comporter en bon Québécois et j'ai bien hâte de prouver mes dires. 100%. OK, parlons-en de l'UFC 316 parce que Merab Dvalishvili, je le disais, qui est demeuré champion dans une performance. Je pensais pas que ça allait être possible d'être plus dominant que le premier combat contre Sean O'Malley. Il avait dominé sur 25 minutes. Là, il a dominé sur 2 rounds et demi parce qu'à mi-chemin du 3e, c'était terminé. Je vais commencer avec Yohan. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Merab Dvalishvili à ce point-ci, là, avec ce qu'il nous a présenté depuis qu'il est champion, surtout? Ben, c'est surtout avec la performance qu'il a faite contre Nurmagomedov avant aussi, le plan en plus de rebattre aussi avec une domination aussi importante O'Malley. J'ai l'impression qu'O'Malley a pas capable de laisser aller ses mains, trop peur de se faire amener au sol. Tu sais, peut-être que ça va prendre quelqu'un qui accepte d'aller au sol, mais qui accepte aussi de se planter les pieds puis d'envoyer un peu plus les mains. Mais clairement, Merab, en ce moment, démontre qu'il est très dominant puis qui est aussi un casse-tête parce que est capable d'échanger debout aussi, là. Ben, c'est ça, Charles. Es-tu d'accord avec moi? Parce que même les échanges debout, qui est le pain puis le beurre de Sean O'Malley, c'est Merab, j'ai l'impression qu'il frappait le plus fort puis qu'il réussit à trouver le plus d'ouverture. Donc, quand tu as un wrestler qui est aussi confiant dans son habileté de t'amener au sol, il peut striker de manière tout croche. Parce que lui, son but, c'est juste que tu ailles le dos contre la cage. Puis Ricky Simon, il fait exactement la même chose que Merab. Donc, très, très bonne analyse. Je suis 100% d'accord avec vous que O'Malley était juste pas capable de décocher, mais O'Malley s'est préparé pour des échanges de striking, pas quelque chose d'aussi chaotique que Merab. Merab ne set up rien. Merab, on dirait que même lui, il sait pas ce qu'il va... Un peu comme Dricus Duplessis, il sait même pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il sait que ça va marcher. Donc, tu peux pas te préparer. C'est comme préparer une conversation avec quelqu'un qui fait c'est tellement vrai ce que Charles dit en ce moment. C'est super difficile de... Puis Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui utilise sa distance, son jab direct, qui est quand même un peu, pardonnez-moi l'expression, by the book, qui fait les choses dans les règles, tu sais. Puis quand tu te bats contre quelqu'un qui est aussi brouillon, c'est ça exactement. C'est vrai que c'est difficile. Récemment, on a vu le parfait exemple de ça. On a vu Nassourdine Imavov exploser un des meilleurs strikers de l'UFC, qui est Israël Adesanya. Pourquoi? Parce que, puis en plus, il a loupé dans un punch. C'était pas clean, c'était complètement croche. Mais quand tu es habitué de sparrer puis avec de la finesse puis tout, puis tu as quelqu'un qui rame comme ça, ben ça se peut que tu te fasses clip, ça se peut que tu perdes ta confiance. Il est maintenant 2e livre pour livre selon les classements officiels de l'UFC. Il a fait un bond de 2 places. Est-ce que tu penses que c'est mérité qu'il soit tout juste derrière Islam Makhachev, Charles? Ah, absolument, absolument. Puis en plus, c'est pas le fait qu'il ait battu O'Malley, c'est vraiment le combat contre Omar Nurmagomedov. Ouais, ça c'était exceptionnel. Yohan, il l'a précisé, c'était à mon avis un des plus beaux combats que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il était en retard. Parce que je pense, si ma mémoire est bonne,
c'est qu'il était en retard un petit peu. Il a commencé le combat un petit peu en retard. Mais 3, 4, 5, l'autre avait plus rien dans le réservoir, puis Merab était frais comme une rose, là, c'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'il se nourrit du fait qu'il voit que tu commences à avoir des failles. Parce que moi aussi, en sparring, ça pouvait arriver ou en fight, les gars commencent fort, puis après ça, je suis comme, tu vois, j'ai mangé des bons coups, mais là, je vois, tu sais, c'est ça qui me donnait confiance à 145, tu sais, j'étais un volume puncher, puis j'avançais sur les gars, comme Shane Burgos, c'est quand tu vois que le gars, il en veut plus, ou il est comme Chris, j'ai tout donné, là, t'es comme, OK, là, c'est à mon tour. Mm-hmm. Fait que, je pense que Merab, il se nourrit de ça, il se nourrit du fait que tu démontres que t'as plus envie d'être là. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est à la sphère, au combat, ils ont réussi à mettre des petites puces pour calculer les fréquences cardiaques des combattants. Puis ils ont montré les fréquences cardiaques des fighters alors que le combat commençait dans la cage. Puis O'Malley était peut-être à 78, 79, mais Merab était comme à 48 battements minutes. Ça, tu te lèves, un athlète de haut niveau se lève à 48, comme lui, il était dans la cage, il était bien, en paix, il y avait du fun d'être là, pas trop stressé. Fait que ça veut pas, ça fait en sorte que facteur, au niveau de l'énergie, t'es capable d'avoir une meilleure gestion, là. Fait que c'est vraiment impressionnant, je trouve. Qui mérite, Charles, à 135 livres, le prochain title shot? C'est là que je te dis, c'est tous des vieux qui Tu peux dire Charles Jourdain. Il y a personne intéressant. Il n'y a personne d'intéressant en ce moment. Pour vrai, la division, c'est la même division qu'il y a 3 ans. En termes de gars qui se battent pour le titre. Là, tu sais, t'as Peter Yan. Peter Yan est exceptionnel. Je l'étudie encore. Mais... C'est vrai que c'est les mêmes. Aldo, Yan, Cejudo, Usman, Sagan, O'Malley. C'est tous les mêmes gars. Exact, qui se battent pour une chance au titre. Donc, on dirait que vu qu'il manque un petit peu de nouveauté dans la division, ça fait en sorte que... tu sais, je pense que Merab, peu importe, mettons Merab contre Sanhagen, le monde n'ont rien à foutre. Là. Puis d'ailleurs, Sanhagen a battu, comment il s'appelle, le petit cogneur? Sanhagen, il a battu Figueiredo. Ouais, Figueiredo, exactement. Lui et tout, là, il s'en vient vieux. Fait que, tu sais, quand tu regardes le top 15, il y a pas... Il manque un petit peu de piquant. Ça prendrait une nouvelle ère avec un jeu de mots. Ouais. Avec un jeu de mots. Oh, bien dit, bien fait. Mais il y a des très bons gars dans le top 20, des gars, des up-and-comers. Il y a Marcus McGee, il est plus si jeune, Marcus McGee, mais il est jeune dans sa carrière de combattant. Je pense qu'il est 10-0, 12-0. Il est super bon, mais il est pas... C'est pas un gars qui va aller sur une pente montante en termes de physique. C'est pas quelqu'un que tu dis, aïe, dans 2 ans, il va être exceptionnel. Non, c'est ça. Non, lui, c'est là, ça passe ou ça casse. Tu sais, t'as pas le droit tant à l'erreur quand t'arrives à l'UFC, puis t'es 34, 35 ans, puis que t'en perds 1, t'en perds 2, puis tout, tu sais, c'est un peu plus rough pour ces gars-là. Ayman, j'y souhaite la plus belle run. Ayman est rendu haut. J'y souhaite un combat, justement, contre Peter Yan, contre Marlon Vera, contre tous ces gars-là, plutôt que Ayman qui aurait à se battre avec un gars de 26 ans. Tu sais, Rob Font s'est battu avec un jeune, il était super bon. Fait qu'il y a vraiment Matsumoto, des bons gars qui s'en viennent. Mais même Rob Font, tabarnak, c'est un autre qui a quasiment 40 ans. Ah ouais. Tu sais, là, on a pas mal fait le tour du top 15, là, puis c'est tous des gars d'un certain âge. Pas qu'ils sont pas bons, mais je dis juste que c'est pas la prochaine vague. Mario Bautista, peut-être, qu'on a vu la semaine passée. Oui, lui, il a bien performé. Puis en plus, sais-tu quoi? Il y avait les outils pour grapple Patchy Mix, mais il a dit, je voulais pas le faire vu que mon dernier combat était plate. Je voulais donner un fight pour le crowd. Je suis comme, le gros, c'est pas le crowd qui te paye. Si t'aurais... Puis, tant mieux qu'il l'ait fait, c'est cool. C'est vraiment hats off to him, mais man, t'es au top de l'UFC. Là, si t'as besoin d'amener le gars au sol puis de le garder là, do it. C'est la force de mix. Regarde, on n'en parlera pas longtemps, mais c'est la force de mix d'aller au sol. Fait que je sais pas à quel point Bautista c'était dans son plan de match d'aller au sol. Mais Patchy Mix, y a-tu un gars qui est arrivé moins préparé pour ses débuts à l'UFC? Ouais, ça a été difficile pour lui d'ouvrir la machine. On a vu que le premier round, là, il semblait vraiment endormi, mais tu sais, on le savait, là, ça faisait longtemps qu'il avait été inactif. Fait que je pense qu'il était peut-être un petit peu rouillé au niveau de la cage puis de l'expérience. Il était rouillé pendant 15 minutes. Au dernier round, il a réussi à essayer de vouloir augmenter la vitesse puis la cadence, mais je suis d'accord qu'il est pas sorti. Kayla Harrison, t'en as pensé quoi, Charles? Exceptionnel, c'est la combattante féminin, la seule que je respecte. Non, c'est pas vrai, TVA, calmez-vous, c'est des blagues. Non, pour de vrai, vraiment, elle est exceptionnelle. Puis pour de vrai, je regarde tout ce qu'elle fait en tant qu'humain, puis qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a adopté 2 jeunes.
elle est exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle, puis on ne peut qu'être heureux pour Kayla. Puis sa performance a été magnifique. Puis Juliana Peña, c'est la pire personne que j'ai rencontrée à l'UFC. Fait que j'étais très content de ça. Je n'y ai pas. Là. C'est vraiment... Elle est toxique, elle est irrespectueuse. J'ai faisais des interviews, elle répondait à ma place parce que la question faisait partie d'elle, puis tout. Puis je la regardais, c'est incroyable. Dans quel contexte? On dirait un grand bébé. Puis elle chialait. Quand on était dans un flight à Abu Dhabi, on était dans un flight pour se battre sur Fight Island, les billets coûtaient 13 000 $. Puis elle trouvait le moyen de chialer dans l'avion. Non, c'est pas ça, c'est pas... J'étais là, man, pour moi, là, qui part du Québec, là, je regarde ça, puis j'étais comme... Tu sais, t'es dans le gros crise d'avion, sans prendre trop de temps là-dessus, là, mais à chialer, fait trop chaud, fait trop froid, avez-vous découvert, nanana, je suis comme, bro, t'es littéralement dans une capsule spatiale qui vaut 13 000 $. Ils nous apportent de la bouffe, des burgers, ils nous apportent plein d'affaires, puis toi, tu trouves le moyen de chialer. Puis ça m'avait gossé. Puis plein d'autres. À chaque fois que je l'ai vue, cette femme-là, elle me gossait. Puis elle était irrespectueuse avec le staff. Le staff de l'UFC, il y a plein de monde qui l'aime pas. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Kayla Harrison, je t'adore. Le karma, peut-être. Ben, écoute. Mais c'est ça. Ça n'a pas été long. Ça a été dominant. Exact. Une domination, on l'a vu, là. C'est un athlète hors pair, une condition physique qui sort de l'ordinaire. Puis même, honnêtement, je pense pas qu'Amanda Nunes, en revenant d'une... Ah ouais? Ah, écoute. Mais c'est hot comme match-up. Oui, je suis complètement... c'est hype. Puis c'est ça fait longtemps que j'ai pas été hype comme ça pour un fight. Exact. Ça va amener beaucoup de piquant. Ça va amener beaucoup de piquant, mais je pense vraiment que, tu sais, 2 ans d'absence pour Amanda Nunes, 37 ans. Mais on a vu, dans le face-off à la fin, dans le face-à-face, on a vu quand même qu'Amanda était physiquement imposante. Elle est grande, elle est musclée, alors que dans la cage, on voyait très bien que Harrison versus Peña, c'était un monde de différence. Là, il n'y aura vraiment pas cet aspect-là. Par contre, du gabarit qui va être aussi la prononcé. Force physique d'une lutteuse. Puis Charles, je pense que tu peux appuyer ce que je dis. Toi qui es allé dans des grands clubs de lutte, la force physique d'un lutteur ou d'une lutteuse, c'est pas comparable. Ou du judo. Ouais, pardon, parce que comment elle utilise aussi ses hanches. C'est pas comparable. Fait qu'Amanda Nunes, oui, elle cogne fort, mais je pense que si ça se ramasse encore à corps, là, ça sera pas long qu'Harrison va trouver une manière d'amener ça au sol. Mais ça, c'est mon opinion. Charles? 100% d'accord. J'ai le même take que Johan. Intéressant, parce que en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est pas mal. Bon, c'est pas signé, mais c'est pas mal confirmé. 2 ans d'inactivité, c'est long, là. Deux anciennes coéquipières. Elle a dit en entrevue cette semaine, mais on s'en doutait, là, ça avait fuité un petit peu, mais ça a été confirmé par Amanda Nunes qui a dit la présence de Kayla Harrison, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté American Top Team. Elle est partie dans les derniers 1000 de son avant de prendre sa retraite. Elle avait ouvert son propre gym, avait amené quelques coachs avec elle, sauf erreur. Donc elle n'est plus au American Top Team, mais les deux, Valérie Les Tourneaux m'en parlait souvent, était au ATT. Puis elle disait, quand Amanda était dans... Tu sais, c'est gros. Une chance que c'est gros, là. C'est un gros gymnase, c'est un entrepôt, là. Elle dit, quand les deux étaient là en même temps, c'était comme d'un côté, tu avais Team Amanda, de l'autre côté, tu avais Team Kayla Harrison. Fallait pas que ça se touche, fallait pas que ça se parle. Puis, ils se battaient même pas les deux à l'UFC à ce moment-là. L'une qui était à PFL, l'autre qui était à l'UFC. Mais on le savait tellement que c'est peut-être un fight à faire dans le futur, que c'était c'est quand même une drôle une particularité là, de ces gros clubs-là. Là. Ça doit rendre l'ambiance assez toxique, honnêtement. Là. Ben, c'est ça. Peut-être aussi que Amanda Nunes a préféré partir. Puis juste pour terminer ce que tu disais, Charles, sur le fait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est vrai qu'elle a adopté en fait son neveu et sa nièce, qui sont les enfants de sa sœur qui a beaucoup de problèmes au niveau de la consommation d'alcool, qui est en prison, sauf erreur. Puis elle les a juste adoptés. Son entrevue à la fin, là, quand elle a dit « Je me bats pour toutes les mères monoparentales », en fait, là, elle a choisi d'être athlète professionnelle. Elle doit faire d'énormes sacrifices juste pour faire la coupe de poids. Elle a vécu l'enfer, ça s'est confirmé. Elle est au sommet de son art au judo, en arts martiaux mixtes, une athlète multidisciplinaire tout simplement incroyable, et elle trouve le temps d'élever seule 2 jeunes enfants, de leur faire l'école à la maison. Honnêtement, tu l'as dit, Charles, là, c'est exceptionnel dans tous les aspects de sa vie. C'est fou, raide. Ah, absolument. Pour de vrai, je suis pas quelqu'un de trop sentimental, mais quand j'ai écouté son histoire puis comment on en parlait, pour vrai, elle est assez exceptionnelle. Je trouve qu'on manque de tu sais, maintenant, les role models féminins, c'est des OnlyFans puis des
des Cardi B qui vendent de la drogue puis qui droguent du monde puis tout, puis là on les met sur des billboards ces estis-là, mais quand on a des femmes comme Kayla Harrison qui est une athlète incroyable puis qui a des valeurs comme ça, moi ça me touche énormément. Tu sais, veux pas, pendant longtemps quand on a su que ma conjointe était enceinte, on s'est dit hey, imagine on a une petite fille, tu sais, quel type de modèle on aimerait chercher, fait que j'avais mis beaucoup de temps là-dessus, puis je me disais crime c'est quoi, mais tu sais Kayla Harrison en ferait partie 100%. Ouais, entièrement d'accord. Parlons de ce qui s'en vient cette fin de semaine. L'UFC du côté d'Atlanta pour un gala Fight Night présenté sur nos ondes TVA Sport 2 dès 20h avec Pat et Jean-Paul. Kamaru Usman fait son retour. L'ancien grand champion à 170 livres qui affronte Joaquin Buckley sur toute une séquence Buckley. Je vais vous faire écouter tout d'abord, parce que j'ai fait des entrevues avec les deux, un premier extrait de Kamaru Usman qui est de retour après 20 mois d'absence. Il était blessé, il a décidé de prendre du temps pour lui, mais à 38 ans, pourquoi veut-il vraiment revenir alors qu'il a tout gagné, il n'y a plus rien à prouver? On peut écouter ce qu'il avait à me dire à ce sujet-là. You can't really explain it, put it into words. It's the ability to stand in the face of your fear and conquer that. It's something so primal, something so just innate about that. That's just special. You know, it's better than anything that you could find anywhere. Better than any drug. So I'm grateful to have that opportunity to go out there and just really exercise, you know, and to show the world all the hard work that I put in. Bon, les deux, vous êtes des combattants actifs. Charles, est-ce que c'est vrai que c'est une drogue d'aller dans l'octogone combattre devant des milliers de personnes en délire? C'est plus à propos de prouver quoi que ce soit aux gens, c'est parce que toi, tu l'aimes. Tu sais, mettons que t'es un peintre, puis tu vends des grandes peintures, puis à un moment donné, ça se vend moins parce que les gens aiment moins ça, mais t'aimes peindre. C'est la même affaire, c'est un art, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon, tu sais, t'as trippé toute ta vie à faire ça. Fait que tu sais, quand les gens disent « Ah, lui, il a retire au bon moment », retire quand ça te tente de retire. Si t'as envie de partir, te battre encore parce que t'aimes ça, it's all up to you. Oui, après ça, il y a les CTE, il y a plein de choses à prendre en considération, mais regarde, Kamaru, il aime se battre. Il y a pas 56 KO contre lui. Tu sais, oui, il a le corps magané, mais le gars, il aime se battre. Donc, fight. Si t'aimes te battre, fight, parce qu'à la fin de ta vie, tu te diras pas, ben au moins j'ai retire pour pas que le monde me dise que j'ai fait le combat de trop. Ben écoute, si t'as fait le combat de trop, ben t'as fait quelque chose que t'aimes, puis malheureusement tu frapperas le mur, mais je pense que c'est quelque chose que t'acceptes. Ça fait partie de la réalité d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Intéressant. Oui, puis tu sais, Kamaru Usman, là, 20 victoires, 4 défaites. Sur ces 4 défaites, il y a 3 défaites là qui sont 2 contre Edwards et sa dernière défaite par décision majoritaire contre Khamzat Chimaev, là, oublions pas. À 185. À 185. À 10 jours d'avis. À 10 jours d'avis, c'est tellement des gros facteurs pour elle, puis c'est pas fait dominer, là. On oublie, là. Masvidal puis Covington 2 fois. Burns, Woodley, Maia, Dos Santos, ça, c'est tous les combattants que Usman, a déjà battu. Donc, tu sais, c'est super impressionnant. Je pense que d'avoir pris un bon 20 mois de recul, d'attendre puis de revenir en force, c'est une bonne chose pour lui, là. Je pense qu'il en avait besoin parce que son gérant, Ali Abdelaziz, a dit dans une entrevue il y a quelques jours que dans ses derniers combats, là, avant sa pause, il avait besoin de 6 ou 7 injections de cortisone pour la douleur avant chaque combat. Là, c'est un secret de Polichinelle que ses genoux sont dans un piteux état, son dos aussi a déjà vu des jours meilleurs. Je pense que la pause est importante. C'est une question que je lui ai posée d'ailleurs. Il n'a pas trop voulu rentrer dans les détails, mais effectivement, cette pause-là, bénéfique, surtout pour un gars de 38 ans. You know, yeah, it's Moi, je partirais le combat. I always battled with, you know, different injuries coming into each and every fight, but I always just kind of grind through the fight. Over time, you know, it kind of catches up to where you kind of have to kind of sit a little bit and give yourself time to heal, because we're humans. Our body can naturally heal, but we got to give it the appropriate time. And so having that time off, I think was great for me. Qu'est-ce que tu allais dire, Charles? Vas-y. J'ai perdu mon train d'idée. Dis-moi, je commencerai le combat. J'aurais commencé le combat avec un genre jumping. Tu sais, quand tu sautes avec tes deux jambes, moi, je sortirais, je jumperais dans ses genoux directement. Man. Là, ça fait genre 4 ans qu'il en parle de ses problèmes de genoux. Je suis comme, Chris, personne abuse de ça avec des stomp kicks à la John Jones. C'est peut-être le respect. Moi, je m'attendais à ce que Masvidal fasse ça.
Mais il le faisait pas. Puis je me suis dit, Masvidal, il est assez gangster dans sa manière de se battre. Fait que je m'étais dit, hey, mais en tout cas. Je pense qu'un Joaquin Buckley peut se mettre à être comme ça. C'est un gars qui est très vocal, Joaquin Buckley. C'est quelqu'un qui est pas très gêné. Puis je pense que dans le combat, il se gênerait pas de lancer quelques petits obliques puis des stomp kicks comme tu as mentionné au niveau des genoux. Puis je serais pas surpris de voir ça. Là. C'est tout un personnage, Buckley. Là. Exactement. Ouais. Ben, Buckley est sur 6 victoires de suite, dont 5 par KO, ou 4 par KO. Ouais, 4 par finish, exact. Il a défiguré complètement Colby Covington à son dernier combat. Je pense que c'est un des combattants les plus craints présentement à 170 livres, parce qu'il le disait tantôt, c'est un ancien 185. Il frappe fort, là. Il frappe fort, Buckley, pour un 170 livres. Est-ce que, je sais pas ce que t'en penses, Charles, mais tu sais, ses 3 dernières victoires, ses 2 dernières victoires, en fait, c'est Stephen Thompson, 40 ans, puis Colby Covington, 37, sauf erreur. Puis là, il affronte Kamaru Usman, 38. Tout le respect que j'ai pour Kamaru Usman, mais tu sais, dans ce sport-là, l'âge, un moment donné, tu vas pogner un mur. Puis même les meilleurs, quand ça se met à dégringoler, ça peut aller assez vite. Est-ce que tu penses que ce gars-là mérite... Avant qu'on respecte véritablement Buckley et qu'on le considère comme un champion potentiel, il a besoin de battre peut-être un jeune loup, là? Vas-y, Charles. Oui. Je pense à ma réponse. Je te nomme un Shavkat Rakhmonov. C'est un Kazakh, je pense qu'il a 29, il est 19-0. Incroyable. 18 victoires avant la limite. Je veux dire, Buckley arrête pas de dire. C'est un combat, je pense que c'est un combat pour monter Joachim en popularité. Parce que UFC, quand ils font des match-ups dans le War Room, ils appellent ça tout le temps des win-win fights. S'il y en a un qui gagne, c'est tant mieux. Puis si l'autre gagne, c'est tant mieux. Fait que c'est cool parce que Kamaru est encore là, mais Kamaru, d'après moi, va toujours être un gatekeeper pour la suite des choses. À ce stade-ci de sa carrière, Ouais, exact. Je pense qu'il est rendu là, mais c'est tant mieux pour lui parce qu'à la fin de la journée, mettons qu'il perd contre Joachim, il va avoir été le stepping stone pour un autre warrior qui essaye d'atteindre son rêve. Il sera pas à plaindre, même s'il perd Kamaru fait des grosses bourses. Immense, ouais. Il va avoir fight, il va avoir poussé ses limites, puis je pense que son but vers le titre, il est plus là. Puis ça l'intéresse plus parce qu'on voit les Sean Brady, on voit la nouvelle génération que je mentionnais tantôt, que j'ai hâte de voir à 135. Mm-hmm. La nouvelle crème, là, les young guns prendre le dessus sur les old guys. Fait que je pense que Kamaru va être un gatekeeper, même après une victoire contre Joachim, s'il gagne, il va rester un gatekeeper pour le titre. Intéressant. Mais lui, s'il gagne, ils vont pas le mettre pour le titre. Avant d'avoir ton opinion là-dessus, Johan, je veux faire écouter aux gens Joaquin Buckley, qui lui considère qu'après sa victoire, parce qu'évidemment, il n'envisage pas une défaite, mais après sa victoire contre Kamaru Usman, il devrait être celui en lice pour affronter Jack Della Maddalena ou Islam Makhachev potentiellement. Écoutons Buckley. I like to speak things into existence anyway, right? I like to forge an opportunity for myself and kind of make a path. So with that being said, me beating Kamaru Usman and knocking him out June 14th, it allows people to understand and to see me as the next world champion that they want, right? Because I am excited. I am that person that's always going to give people the fights that they want to see. And why not allow myself to fight for a title? Because every time a person fights with me, you know, they know it's going to be a banger. Donc, il explique que oui, il gagne beaucoup de combats, mais il gagne aussi de façon spectaculaire. Ouais. Et ça, c'est quand même important. Ça reste une business, l'UFC, tout ça. Ça a pris du temps avant qu'on mette Leon Edwards en combat de championnat parce qu'il gagnait, mais il n'était pas spectaculaire. Même chose pour Belal. Là, la différence avec Buckley, c'est qu'il gagne. Puis en plus, il passe des gros KO. Là. Ouais, puis on l'a vu, puis on va toujours se souvenir de son coup de pied à la renverse. Puis c'est vraiment ça là, qui l'a mis sur la map, là, si on peut se permettre l'expression. Puis par la suite, comme on l'a mentionné, c'est 6 victoires consécutives, mais c'est 4 victoires avant la limite, tu sais, puis c'est pas des soumissions, c'est tous des KO, des TKO, donc on le sait, c'est quelqu'un qui est spectaculaire, qui gagne très fort, puis c'est jamais des combats qui sont ennuyants généralement avec Joaquin Buckley. Donc pour lui en ce moment, c'est une grosse opportunité de se faire un nom sur un des plus grands champions de la catégorie des 170 livres. Quelque chose à ajouter sur ce combat-là, sinon on va prendre un petit mot sur Thug Rose. Charles, ça va? Thug Rose, classée 7e à 125 livres. Elle affronte... je pense que vous êtes battu sur la même carte. Elle était là, à Edmonton, la dernière fois. Hein? Plein de fois. Plein de fois. J'ai partagé la carte avec Rose. Ouais. Elle affronte Miranda Maverick, qui est 11e, sauf erreur. Je me suis trompé dans mes notes, mais... Charles, est-ce que tu penses que Rose Namajunas a ce qu'il faut pour faire du bruit? Juste 32 ans, hein?
Elle a été championne très, très jeune, à 115 livres. Est-ce que tu penses qu'elle a ce qu'il faut encore à ce stade-ci pour faire du bruit à 125 livres? On ressent jamais de volonté de Rose dans ses interviews, dans tous les échanges qu'elle a. Puis je pense que des fois, sans le faker, tu as besoin de démontrer que tu as envie d'être là. Puis je trouve qu'elle a l'attitude de quelqu'un que comme si tout y était dû. Comment elle répond aux gens. Elle est très... Puis il y en a qui disent « Ouais, il y a des gens comme ça. » Puis je suis comme « I get it », mais il faut quand même faire un effort commun. Puis je pense que son attitude représente un peu comment elle vit le fight game en ce moment. Genre, elle est là, elle aime ça, elle veut se battre, puis that's it. Fait que tu sais, je trouve qu'il manque l'espèce de « OK, j'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas, mais je suis prêt à revenir. » Puis on dirait qu'il y a une attitude pas nonchalante, mais une attitude, c'est pas une attitude que tu vas voir, mettons, les champions, les Lia Topuria. Genre des gars ou des filles qui veulent pas accepter la défaite, qui pour eux, c'est comme inacceptable. Arman Tsarukyan, qui a l'air du plus grand mauvais perdant au monde, Arman. Donc, ouais, il manque un petit peu cette attitude-là. Donc, elle a une attitude de « je suis là ». Mais on dirait qu'il y a pas l'énergie d'une championne derrière elle. Mais qu'est-ce qu'une énergie de championne? Des fois... Ben, des fois, il y a des gens qui ont des approches différentes. Je suis complètement d'accord parce que ça reste un sport d'émotion, un sport de spectacle, un sport rempli d'émotions. Puis, tu sais, les combattants, on est super proche de nos émotions, que ce soit la peur, l'excitation ou autre. Puis, tu sais, on ressent aucune émotion de la part de Rose. Puis, pour vrai, ça a toujours été comme ça. Ça en est quasiment troublant. Oui, ça a toujours été comme ça, sauf qu'on l'a vu pleurer puis être heureuse lorsqu'elle a gagné le combat de championnat. On l'a vu des fois comme un petit peu plus d'émotion. Puis, c'est vrai que, comme Charles dit, j'ai l'impression que elle s'étende pas d'être là. Qu'elle est nonchalante, qu'elle est là parce que, tu sais, c'est ça. Elle a eu un combat, mais sinon, pas plus que ça. Puis j'aimerais ça voir du changement un petit peu de ce côté-là. Puis Maverick, je sais pas si tu l'as regardé un petit peu, mais là, on parlait de coéquipières qui étaient pas capables de se sentir là, avec Kayla Harrison et Amanda Nunes, dans le sens où on devait les séparer ou tout ça. Les deux, Maverick et Rose Namajunas, s'entraînent ensemble, ou en tout cas se sont déjà entraînés ensemble, se considèrent comme des bonnes amies. On accepte sans problème d'aller combattre. C'est un peu la même optique que Buckley contre Ousmane. Clairement, Miranda Maverick essaie de se faire un nom sur le dos d'une ancienne championne en fin de semaine. Yohan? Oui, Maverick, on le sait aussi, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, 4 victoires consécutives. Ça va vraiment être un choc de style selon moi. Est-ce que Rose s'est justement déjà entraînée avec Maverick puis respecte pas tant que ça le jiu-jitsu brésilien? C'est pour ça qu'elle a accepté le combat. Et à l'inverse, on le sait pas, mais c'est sûr que pour Maverick, c'est une grosse opportunité parce que Rose, elle a tout un nom, double ancienne championne, donc c'est une belle opportunité pour elle. Charles, tu la connais un petit peu, Miranda Maverick, ou ça aussi? Ça développera pas d'intérêt de plus pour Rose si elle gagne, mais par contre, Maverick a tout à gagner par le fait qu'elle va battre un nom installé. Fait qu'on a un petit peu le scénario Buckley contre Kamaru en ce moment, mais version féminin. Donc, on a une grande vedette contre un up-and-comer. Puis là où le up-and-comer a tout à gagner. Puis même la vedette, Tog ou Kamaru, n'ont pas tant à perdre dans ces combats-là. Non, et puis je pense que tu es la personne qui l'a mieux expliqué, puis tu connais ça même encore plus que nous, mais c'est ça, c'est des match-ups où, effectivement, peu importe le résultat, l'UFC va sortir gagnant parce que soit on a une belle histoire avec un ancien champion qui revient puis qui est de retour à l'avant-scène, ou sinon, on vient de bâtir une potentielle vedette. C'est clairement ça la recette, là. Effectivement, et c'est rien de nouveau, puis on a droit à 2 combats comme ça en fin de semaine. On n'aura pas le temps de faire les actualités. De toute façon, il n'y a pas grand-chose dans les actualités. Charles, je tiens vraiment à te remercier, mon cher ami, d'avoir passé la demi-heure avec nous, en tout cas l'épisode au complet avec nous. Merci beaucoup, Charles. T'embrasseras le petit Hector pour nous. L'invitation. J'apprécie. Hey, je tiens à dire, TVA, vous êtes pas fin, man, parce que vous avez écrit pendant l'émission avec JC, Charles Jourdain déclare forfait. Je n'ai jamais déclaré forfait. Je ne suis jamais un quitter. C'est le médecin qui m'a empêché d'avoir la licence qui me permet de combattre. Donc, je suis sûr et certain que c'est Pat Côté qui a fait ça. Bon. Bon point, Charles. Merci pour la précision. Je fais le message à qui de droit, puis je leur fais des menaces même. La mise en demeure est envoyée. Parfait. Charles, merci. Embrasse le petit Hector pour nous. Profite de ces moments-là qui sont...
Ils sont Magique. tellement importants, magiques, effectivement. Tu vois, ça aurait dû être le Ultimate Dad Podcast, man. Trois beaux DILF comme nous, man. Dilf, c'est un fou. Ciao, messieurs. À bientôt, Charles, Johan. Merci énormément. Merci, Charles. Merci à Phil en régie. Merci à vous à la maison. N'hésitez pas à nous écrire sur nos médias sociaux. On aime ça, des shows comme ça. On aime ça avoir des beaux invités. On aime ça avoir des beaux analystes. Merci énormément de nous suivre. C'est grâce à vous qu'on existe. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.